Est-ce que vous vous souvenez de cette photo? C'était le bon vieux temps. Il y a 36 ans déjà. 17 février 1989 à Marrakech. Ici, on voit le marhoum Chadli Ben Jadid, le marhoum Hassan Thani, le marhoum Ben Ali, le marhoum Al-Qaddafi. 5 chefs d'État. La particularité de ces 5 chefs d'État d'Algérie, du Maroc, de Mauritanie, de Libye et de Tunisie, c'est que c'était tous des militaires, y compris Hassan Thani qui avait une formation militaire. Et pourtant, ils se sont mis d'accord pour créer l'Union du Grand Maghreb à Marrakech, le 17 février 1989, c'est-à-dire il y a 36 ans. Alors j'ai oublié de citer, parce qu'il est toujours vivant, l'ancien président de Mauritanie, Ould Taya. Extraordinaire quand même, hein. Des militaires se sont mis d'accord pour créer l'Union du Grand Maghreb, le 17 février 1989. Alors avant cette décision historique, ils étaient à nouveau tous les 5 à Zeralda, le 10 juin 1988, c'est-à-dire il y a 37 ans. Les Algériens qui connaissent l'histoire récente de notre pays, c'était à peine 4 mois avant les événements d'octobre 1988, les événements sanglants du 4 et 5 octobre 1988. Donc on retrouve à nouveau Al-Qaddafi, Chadli, Ould Taya, Hassan Thani et Ben Ali. Encore une fois, 5 militaires ont voulu créer le Grand Maghreb pour rivaliser avec cette Union européenne qui avançait déjà à pas de géant. Alors ces images-là, je ne vous cache pas que je les regrette, car depuis que ces militaires, tant décriés aujourd'hui, ont disparu, il n'y a plus de rêve nord-africain. Et l'Europe se plaît, ça et là, à nous condamner, chacun son tour. Une fois elle condamne l'Algérie, une fois elle condamne le Maroc, une fois elle condamne la Libye, une fois elle condamne la Mauritanie, une fois elle condamne la Tunisie. Nos divisions font le chou gras des élites autoproclamées européennes pour dénigrer, humilier et torpiller chacun de nos États et pour rendre impossible cette union nord-africaine que tous les peuples d'Afrique du Nord appellent de leur vœu. Alors aujourd'hui, nous n'avons plus de grands hommes d'État visionnaires pour ce rêve nord-africain. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut se résigner au fait que chacun de nous est habité par ces démons nationalistes, par ces démons patriotiques, alors que l'Europe avance, avance et avance, avance. En 1957, elle avait commencé avec 6 pays au traité de Rome, de mars 1957. Aujourd'hui, ils en sont à 29 pays. Et nous sommes en train de nous entretuer, de nous diviser. C'est quand même triste, hein. C'est quand même triste. Alors, celles et ceux qui disent les militaires sont la pire chose qui existe dans les pays nord-africains, ben voici la démonstration que ce sont des militaires qui voulaient faire avancer les choses. Quant aux civils, qu'est-ce que je dois vous dire? À l'époque, les chefs d'État maghrébins se rencontraient à nouveau, Chadli Ben Jadid, Hassan Thani. Ils se saluaient, ils s'embrassaient, Chadli Ben Jadid, Hassan Thani. Vous savez, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur de voir la médiocrité dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors oui, bien sûr, en 1994, le Maroc a commis une erreur. Le Maroc de Hassan Thani, suite à l'attentat terroriste
dans un hôtel à Marrakech. Et depuis, le Maroc avait décidé donc de imposer des visas à nos compatriotes algériens, et ensuite l'Algérie a décidé de réagir en fermant les frontières, et depuis ce moment-là, c'est-à-dire depuis 1994, rien ne va plus entre le Maroc et l'Algérie, et vous voyez que ça va être le sujet du jour que je vais aborder avec vous. L'Algérie a condamné la visite de Rachida Dati au Sahara occidental. Voilà le sujet du jour. Donc, Al-Ayoun et Ad-Dakhla. Alors, je vous cite le communiqué du ministère des Affaires étrangères. La venue de la ministre de la Culture française dans ce territoire revendiqué par le Maroc renvoie l'image détestable d'une ancienne puissance coloniale solidaire d'une nouvelle. Voilà. Ça, c'est Le Monde. Le Figaro, la visite de Rachida Dati au Sahara occidental, condamnée par Alger. La visite est condamnable à plus d'un titre. Elle traduit un mépris insigne de la légalité internationale de la part d'un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, a affirmé le ministère algérien dans un communiqué. Alors, vous savez que cette visite, elle a été effectuée quand? Elle a été effectuée le 17 février. Et 17 février, c'est la même date que la célébration de l'Union du Grand Maghreb. 17 février 1789, 17 février 1989 et 17 février 2025. Vous savez ce que signifie cette visite? La visite de la ministre française de la Culture est venue détruire le rêve maghrébin de 1989. Vous savez, les dates ne sont jamais choisies par hasard. Jamais, jamais. Et quelle est la meilleure façon de détruire le rêve nord-africain? C'est évidemment de se rendre dans ce territoire disputé du Sahara occidental, car le dossier du Sahara occidental a une seule mission: empêcher les chefs d'État maghrébins de construire l'union du Grand Maghreb. De la même façon que le dossier palestinien a une seule fonction: empêcher toute réalisation d'une fédération au Moyen-Orient. Donc ces deux dossiers-là, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours, dossier du Sahara occidental et dossier palestinien, sont volontairement entretenus pour détruire toute union entre les différents États arabes, à l'image de l'Union européenne qui rassemble 29 pays. C'est la seule raison d'être de ces dossiers-là. Vous savez très bien que s'il n'y avait pas le problème du Sahara occidental, il y aurait très longtemps, à l'image de cette rencontre à Zeralda et à Marrakech en 1988 et 1989, où les chefs d'État nord-africains s'étaient mis d'accord pour créer l'équivalent de l'Union européenne en Afrique du Nord. Voici la véritable raison, et malheureusement, nous autres peuples fragiles, qui n'avons pas forcément conscience des enjeux géostratégiques, nous tombons dans le piège qui a été tendu par ce fameux Occident qui ne veut en aucune manière que les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient puissent constituer une fédération d'États avec une union à la fois économique, politique et militaire capable de rivaliser avec cette Union européenne. Alors je continue, que tout le monde en parle de cette visite-là. Alger condamne la visite historique de la ministre Rachida Dati au Sahara occidental. Mes chers compatriotes, vous savez, je milite depuis tellement longtemps pour qu'on règle ce problème du Sahara occidental. Vous savez que depuis 2014, lors de ma campagne avortée aux élections présidentielles algériennes, j'avais milité et défendu l'idée d'un condominium provisoire
algéro-marocain pendant 10 ans sur le Sahara occidental. Donc ce condominium serait précédé par un référendum avec 3 questions posées aux Sahraouis. Est-ce que vous voulez le plan d'autonomie proposé par le Maroc? Est-ce que vous voulez l'indépendance? Et est-ce que vous voulez rester dans le cadre de ce condominium provisoire algéro-marocain d'une durée provisoire de 10 années? Donc, régulièrement, je redéfends cette proposition-là. Pour l'instant, personne ne veut la reprendre. Vous savez que la vie des idées, elle est longue, elle met beaucoup de temps. Je vous ai montré cette image formidable de nos chefs d'État, tous militaires, qui avaient décidé de construire l'Union du Grand Maghreb. Aujourd'hui, nous avons que des civils qui apparemment ont beaucoup de mal à se parler comme jadis ces militaires-là, quels que soient leurs défauts par ailleurs. Alors, Madame Rachida Dati, parlons-en. Madame Rachida Dati a une histoire personnelle extraordinaire. Vous savez qu'elle a été, en plus d'avoir été juge, elle a été conseillère d'abord en 1995 de l'actuel Premier ministre, M. François Bayrou, lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale. D'ailleurs, le scandale récent qui a éclaté dans une école à Pau, dans le sud-ouest français, c'était l'époque où justement Madame Rachida Dati était une de ses conseillères. Ensuite, elle a décidé d'intégrer le parti de Nicolas Sarkozy. Elle est devenue une proche conseillère, proche amie de Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était par exemple ministre de l'Intérieur entre 2002 et 2005. J'ai eu l'occasion de revoir Madame Rachida Dati, car à ce moment-là, elle voulait être préfète. Alors Rachida Dati, je la connais en effet depuis 1996. C'est elle qui m'avait aidé à publier mon premier livre aux éditions Robert Laffont, sans que je la connaisse. À l'époque, l'intermédiaire, c'était un journaliste algérien qui travaillait pour France 3, qui s'appelle Morad Aïtabouche, que je tiens à saluer. Et c'est notre compatriote Morad Aïtabouche qui m'avait invité à contacter Rachida Dati pour publier mon premier livre, donc aux éditions Robert Laffont. À ce moment-là, le président, c'était Bernard Fixot, brillant éditeur, c'était le meilleur éditeur de France, et son directeur général, c'était Antoine Audouard, donc auteur chez Gallimard, notamment. C'est lui d'ailleurs qui m'avait, ce sont ces 2 personnes-là qui m'avaient aidé à lancer mon premier business. Donc vous voyez, je suis reconnaissant à l'égard de celles et ceux qui ont pu m'aider à un moment donné dans mon parcours professionnel. Alors, Rachida Dati, en 2004, lorsque je l'ai revue au cabinet de Nicolas Sarkozy, elle voulait que je sois conseiller avec elle, de façon à convaincre l'ancien ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, à la nommer préfète. C'était ça son ambition, devenir préfète. À l'époque, j'ai dit non. Je refuse de travailler pour un homme qui voulait nettoyer les banlieues au Karcher. Et depuis, on s'est brouillé. Voilà, on ne se parle plus depuis 21 ans. Donc ensuite, elle a continué son parcours. Elle a été au-delà de son ambition d'être préfète, car Nicolas Sarkozy, en devenant président de la République en 2007, l'a nommée ministre de la Justice. Et ensuite, elle est devenue maire de Paris, députée européenne, et le destin voulut qu'elle revienne au gouvernement en qualité de ministre de la Culture, malgré des problèmes judiciaires. Alors, qui n'a pas de problème judiciaire dans ce pauvre pays qui s'appelle la France? Même l'ancien président Nicolas Sarkozy a été condamné plusieurs fois. La France, vous savez, m'a condamné aussi plusieurs fois en inventant des dossiers de toutes pièces. Sauf que, quand on me condamne en France, il n'y a aucun journaliste qui s'amuse à écrire un article sur moi. Et quand même, c'est assez étrange, non? Quand j'étais emprisonné en Algérie, la France en avait profité pour me condamner par défaut. Mais les 3 grâces accordées par le président Sir Abdelmajid Tebboune ont neutralisé ces attaques françaises. Et quand je me suis rendu en France après, donc volontairement, le 5 octobre 2023, aucun journaliste français n'a voulu parler de mon arrestation, de mon incarcération, ni du mandat d'arrêt international. Rien du tout. Car ce dossier a été monté de toutes pièces. Alors, Madame Rachida Dati a des problèmes judiciaires. Alors moi, je ne sais pas si c'est monté de toutes pièces ou pas. Donc, il y a un procès en France pour corruption contre Madame Rachida Dati.
Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche, Madame Rachida Dati? Donc, je ne vois plus depuis 2004. Madame Rachida Dati aurait été payée 900 000 € par l'entreprise Renault pour défendre les intérêts de l'entreprise Renault au Parlement européen. Alors ça, 900 000 €, c'est une coquette somme. Je vous laisse le soin de la convertir en dinars. Alors, le PNF, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Parquet national financier. C'est une institution qui s'occupe uniquement des affaires de corruption. Que reproche le PNF à Madame Rachida Dati? Alors, Madame Rachida Dati aurait bénéficié de Renault, donc 900 000 €, afin de pouvoir défendre les intérêts de Renault au Parlement européen et influer sur les décisions et la réglementation. Donc apparemment, elle pourrait encourir jusqu'à 10 ans de prison. Alors je poursuis. Les juges d'instruction se sont penchés sur les 900 000 € d'honoraires d'avocat touchés par Rachida Dati d'une filiale de Renault-Nissan. Renault c'est français, Nissan c'est japonais, entre 2010 et 2012, alors qu'elle était députée européenne, soit quelques 25 000 € par mois sans beaucoup de traces écrites de travail, et qui, selon le ministère public, vont plutôt dans le sens d'un travail de lobbying que d'avocat. Alors, il faut savoir que en France, lorsqu'on était ministre, on devient automatiquement avocat si on le souhaite, après avoir quitté ses fonctions de ministre. Bon, au passage, elle a quand même une formation de juriste, car elle est diplômée de l'École nationale de magistrature de Bordeaux. Donc, je poursuis. Jamais durant ses 2 mandats à Strasbourg, c'est le siège du Parlement européen, 2009, 2014 et 2014-2019, elle n'a fait état de sa rémunération par Renault, comme le code de conduite des eurodéputés l'en obligeait en cas d'intervention dans le secteur automobile. Donc, voilà ce qui est reproché à Madame Rachida Dati, c'est d'avoir fait du lobbying au Parlement européen au profit de l'entreprise Renault. Alors, qui défend Madame Rachida Dati? C'est ce monsieur-là. Celui-là est très intéressant parce que c'est Maître Olivier Pardoe, donc brillant avocat français, peut-être même israélien, je ne sais pas. J'ai lu ça et là, mais vous savez, moi, tant que j'ai pas de papier, je ne dis rien. Alors, Olivier Pardoe, je le connais. C'était l'ancien avocat de Bernard Tapie, mais d'Éric Zemmour et surtout, de Netanyahou, du génocidaire de Gaza. Eh oui, génocidaire de Gaza, Olivier Pardoe. Alors, monsieur Olivier Pardoe n'était pas simplement l'avocat de Zemmour et de Netanyahou, c'était aussi l'avocat de Nassim Boutkaldour qui a porté plainte contre moi. Et à ce jour, je lui dois 8 millions d'euros, vous imaginez? Je dois, sur décision de la justice française, 8 millions d'euros à Nassim Boutkaldour, qui a un mandat d'arrêt international contre lui, qui a été condamné depuis à 10 ans de prison par la justice algérienne. Vous savez que son père est en prison en ce moment, et j'ai eu l'occasion de le voir, donc au tribunal d'Alger. Vous savez, le combat politique fait que vous êtes amené à condamner, en tout cas c'était mon cas, la corruption dans mon pays. Et lorsque Monsieur Boutkaldour était président de la Sonatrach, j'avais organisé une 30aine de manifestations devant son appartement de plus de 3 millions d'euros à Neuilly-sur-Seine. Et la justice française, écoutez bien, la justice française m'avait reproché d'avoir diffamé ce monsieur, car j'avais mis l'adresse de l'appartement qu'il possédait à Neuilly-sur-Seine sur la page Facebook. Et la justice française m'avait condamné à 4 000 € par jour si je ne supprimais pas l'adresse de l'appartement de Nassim Boutkaldour à Neuilly-sur-Seine. Et comme vous savez, j'ai été élevé avec Nif algérien. Donc j'ai toujours refusé de supprimer l'adresse de l'appartement de Nassim Boutkaldour à Neuilly-sur-Seine. Et la France me l'a reproché, car la France, à l'époque, jusqu'à ce jour, défend Nassim Boutkaldour, car Nassim Boutkaldour est nationalité française, américaine, algérienne. Il a même acheté la nationalité libanaise. Et Olivier Pardoe était son avocat. Donc j'ai perdu. Donc oui, je vous le dis publiquement, j'ai perdu un procès contre un homme
connu notoirement pour sa corruption. Et la décision du tribunal d'Alger l'a confirmé bien après. Mais à l'époque, j'avais saisi le fameux parquet national financier qui reproche à Madame Dati d'avoir touché 900 000 euros. Et le parquet national financier n'a jamais voulu enquêter sur l'affaire Outradour. Bah oui, évidemment. Outradour facilitait les contrats avec Total. Donc, j'allais pas obtenir gain de cause, voyons, mes chers compatriotes. Donc voilà, ce monsieur-là, cet avocat, a défendu Nassim Ouattara en plus de Netanyahou, et j'ai perdu le procès. Ben évidemment. Vous croyez que la France va donner raison à un Algérien qui lutte contre la corruption, qui défend les intérêts énergétiques de l'Algérie? Bien sûr que non, n'est-ce pas? Donc voilà, donc je n'ai jamais voulu donner un seul centime à la justice, à Nassim Ouattara. Jamais, jamais. Donc je dois à ce jour, toujours 8 millions d'euros. Donc vous avez compris pourquoi la France m'a monté des dossiers de toutes pièces. Je suis intraitable. Retenez bien, mes chers compatriotes. Je ne plaisante pas avec les principes, je ne plaisante pas avec la corruption, et jamais je ne céderai à qui que ce soit. Et j'ai dit à la justice française, vous pouvez me mettre en prison tant de fois que vous voudrez. Je ne céderai pas. Alors, ceci étant dit, je poursuis. Alors, Rachida Dati, revenons à Rachida Dati. Rachida Dati. Les Algériens n'en parlent pas, mais Rachida Dati aurait joué un rôle de lobbying dans l'installation de l'usine Renault en Algérie, à Oulet-Lillet, à Oran. C'est pas moi qui le dis, vous voyez, c'est toute la presse algérienne de l'époque, là c'est Observe Algérie, mais la littérature journalistique est très importante. Donc, Rachida Dati s'entendait très bien avec le régime Bouteflika, et donc l'Algérie lui a facilité les choses à l'époque, à Rachida Dati. Et pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Rachida Dati, elle est à la fois donc française de naissance, mais elle est marocaine par son papa, mais elle est algérienne par sa maman. Voici sa maman, Rabbi Yarhamha. Donc à l'époque, elle m'en parlait beaucoup. C'était une femme très digne qui a beaucoup souffert. Rabbi Yarhamha. Donc voilà, c'est la maman. Ça c'est pas Rachida Dati. C'est un de ses 12 enfants. La famille de Dati, c'est 12 enfants. Donc voilà al-marhouma. Donc ses deux parents sont morts aujourd'hui. Donc elle s'appelait Fatima Zahra. Et son papa s'appelait Mbarak, Rabbi Yarhamha. Les deux sont décédés. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça pour vous dire que si aujourd'hui, Rachida Dati, en tant que ministre de la Culture française, défend le Maroc, c'est parce que le Maroc pratique ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire il pratique un lobbying continu depuis Yazaman, depuis 1961, c'est-à-dire qu'il a toujours essayé, par le biais des journalistes, des avocats, des intellectuels, des ministres, des entrepreneurs, de défendre et de faire défendre les intérêts du Maroc à l'échelle internationale, aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Afrique. Lorsque j'ai fait une tournée africaine en septembre 2023 dans 8 pays, en Afrique de l'Ouest, partout j'ai vu des banques marocaines. Par exemple, il y a une banque qui s'appelle Bank of Africa, et qui est une filiale de la banque marocaine du commerce extérieur. Alors moi, j'ai pas vu de banque algérienne en Afrique de l'Ouest. Ça va venir apparemment, ça va venir, Inch'Allah. Mais sachez que le Maroc sait faire du lobbying. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a eu en 2023 le scandale du Maroc Gate au Parlement européen. Il y a des députés européens, là je vous prends l'exemple d'une députée qui s'appelle Eva Kaili et un autre député Marc Tarabella, qui ont même été en détention provisoire parce qu'ils auraient touché des pots de vin donc d'agents traitants du Maroc. C'est comme ça, il y a beaucoup de pays qui font ça, le Qatar, il y a eu le Maroc Gate, il y a eu le Qatar Gate aussi, la Russie faisait ça, la Chine fait ça, beaucoup de pays font cela. Ça fait partie de ce qu'on appelle la cuisine interne, ou plutôt la diplomatie parallèle. C'est comme ça. Je vous dis pas si c'est bien ou c'est mal, c'est comme ça. Bien sûr, en tant que citoyen, c'est condamnable.
mais la réelle politique veut que c'est comme ça que les choses se font. Voilà. Maroc Gate, Qatar Gate. Alors, lorsque je vois que notre diplomatie dit que cette visite de Rachida Dati d'une gravité particulière, condamnable à plus d'un titre, voilà ce que reprend le journal du dimanche. Oui, bien sûr, on peut critiquer, condamner, dénoncer, mais qu'est-ce qu'on fait, nous? Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, j'ai vu que c'était un communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. Mais ça fait, allez, 50 ans maintenant qu'on fait des communiqués, qu'on dénonce, qu'on condamne. Depuis 1975, depuis la marche verte de novembre 1975, l'Algérie condamne, dénonce, saisit l'ONU, fait des communiqués. Mais à quoi ça sert cette manière de faire des communiqués? Est-ce que ça aboutit à quelque chose? En plus, on condamne et on dénonce la visite d'un ministre français. C'est le président Macron qui a reconnu et soutenu le plan d'autonomie du Maroc sur le Sahara occidental. Mais l'Algérie a décidé de retirer son ambassadeur. Est-ce que vous croyez que c'est en dénonçant avec un communiqué qu'on va faire changer la position française? Mais c'est le rôle de l'ambassadeur de faire la tournée de tous les plateaux de télévision français, à la fois les chaînes publiques, les chaînes privées, les radios, les journaux. Il faut un chef d'orchestre. C'est pas avec un simple communiqué, voyons. Là, je m'adresse au ministre algérien des Affaires étrangères, M. Ahmed Attaf. Lorsque l'Algérie, pendant un mois, était présidente du Conseil de sécurité des Nations Unies, s'est rendu à New York. Voilà, il a défendu les intérêts diplomatiques de l'Algérie. Alors j'ai regretté qu'il n'ait pas repris mon idée de condominium algéro-marocain, j'ai regretté qu'il n'ait pas repris l'idée de créer un État palestinien uniquement à partir de la Cisjordanie et de mettre de côté Gaza pour le moment. Non, monsieur Ahmed Attaf, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas avec un simple communiqué écrit, envoyé par le ministère des Affaires étrangères que vous allez changer la position française ou que vous allez condamner la visite de Madame Rachida Dati au Sahara occidental. Non, c'est pas assez. Il faut de la présence physique, il faut une stratégie, il faut un vrai soft power. Comment vous expliquez, monsieur le ministre, que malgré 5 millions d'Algériens en France, il n'y ait pas de lobby médiatique, pas de lobby politique, pas de lobby intellectuel, pas de lobby diplomatique? Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a pas de chef d'orchestre. Nous avons 20 consuls, mais qui sont amorphes, qui sont inexistants, qui sont inaudibles, qui sont invisibles. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, faites ce que vous avez fait à Addis Abeba. Vous avez défendu la candidature brillante de Madame Haddadi, qui est aujourd'hui vice-présidente de la Commission de l'Union africaine. Oui, parce que vous vous êtes mobilisé avec le président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune. Mais la stratégie de la chaise vide diplomatique en France ne vous donne pas les moyens, malheureusement, de condamner la visite avec un simple communiqué. Ce n'est pas assez. Il faut une vraie stratégie diplomatique. Et puis, c'est pas en répétant la même chose depuis 50 ans que les choses vont changer. Vous savez que le Maroc occupe 80% du Sahara occidental depuis 1975. 80%. Et il développe la région. Il développe la région. Alors, on a beau répéter la légalité internationale, l'ONU, les résolutions. Vous savez très bien que la légalité internationale, c'est devenu de la sémantique sans aucune incidence ni diplomatique ni politique. C'est de la joute verbale. Quand vous avez la première puissance américaine qui ne respecte même pas cette légalité internationale, pourquoi voulez-vous que la France la respecte? Et même la Chine, vous savez que la Chine occupe le Tibet et le territoire des Ouïghours depuis 1949 à 1950. C'est l'équivalent du Sahara occidental.
Et vous savez qu'il ne se passe rien. Donc ça fait déjà 76 ans qu'il ne se passe rien. Non, il ne faut plus compter sur l'ONU, monsieur le ministre des Affaires étrangères. Il faut compter sur une nouvelle stratégie, un nouveau paradigme diplomatique, si nous voulons faire aboutir une nouvelle solution par rapport à la question du Sahara occidental, dans l'intérêt du peuple sahraoui. J'ai proposé une idée depuis 10 ans. Je crois qu'il est temps maintenant, au-delà des communiqués de presse, d'essayer d'envisager d'autres solutions. Car depuis le cessez-le-feu de septembre 1991, il ne se passe strictement rien au Sahara occidental dans l'intérêt du peuple sahraoui. Donc voilà, moi je suis triste de voir tous ces articles-là, où l'Algérie ne peut même pas défendre sur les plateaux de télé, dans les canaux radiophoniques ou dans la presse, les intérêts du peuple sahraoui. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà ce que je voulais vous dire. Et j'espère qu'un jour, des militaires ou des civils auront le même courage que le colonel Kadhafi, l'ancien président Oultaya qui est toujours vivant, le président Chadid Ben Jadid, le roi Hassan Thani ou le président Ben Ali. Quels que soient leurs défauts, ils se sont donné la main et partagé un rêve en commun, la construction du Grand Maghreb, l'union nord-africaine. C'est cette ambition, cette vision qui m'anime, et je crois qu'il est temps de revenir à ce rêve commun et cesser toutes ces divisions qui ne servent que les intérêts des Occidentaux, à la tête desquels les 29 pays de l'Union européenne. Barakallahu fikum, tahiyat Jazair, Allah yarham shuhada.